Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Jerry. Et moi, c'est Mardo. Aujourd'hui, notre invité est un spécialiste des relations humaines. C'est un conférencier en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Il est également chargé de cours et gestionnaire pour l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Mesdames et messieurs, Benoît Chalifou. Bonjour à tous. Bonjour Benoît. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recevoir sur votre plateau. Comme je le disais, je suis fasciné, inspiré par des gens comme vous qui lancez votre projet et qui êtes constant dans celui-ci. Donc, je vous lève mon chapeau. Merci beaucoup. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, et une des manières que j'ai découvert Benoît, c'est qu'il est auteur. Donc, auteur du livre « Être à son meilleur », qu'on vous présente ici, que je recommande à tout le monde. Merci. On va peut-être en parler pendant notre entrevue. Alors, pour commencer, on voudrait savoir qui est Benoît Chalifou. Est-ce que tu pourrais prendre un temps pour nous expliquer qui tu es? Oui, écoutez, je suis un passionné de l'être humain dans ses différences, mais aussi dans ses ressemblances. Okay. Et ce qui me passionne chez l'être humain, c'est que tout le monde est similaire, mais en même temps très différent, et qu'on peut tout le temps apprendre quelque chose de quelqu'un. À chaque fois, je vois une rencontre, une discussion comme une fenêtre d'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau à propos de quelque chose que je connais peu ou pas tout le temps. Et c'est fascinant quand on s'y prête à ce jeu-là. Donc, je suis un amoureux inconditionnel de l'être humain, tout simplement, et j'ai bâti ma carrière là-dessus. J'ai plusieurs faiblesses, ma femme pourrait vous en parler en long et en large, mais j'ai une grande force, c'est la communication. Okay. Et je me suis dit, quand on trouve notre X, pour moi, c'est la communication. Je me suis dit, je vais développer des tentacules qui vont nourrir l'une avec l'autre. Et donc, j'ai commencé à être chargé de cours. Et dans les cours, les universitaires, les étudiants me disaient, pour la première fois, j'écoute votre cours du début à la fin. Je me suis dit, OK, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je fais que d'autres ne font pas en toute humilité. Hein? Et après ça, je me suis dit, peut-être que je peux aller dans la formation, donner de la formation en entreprise. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité comme conférencier qui en a mené à d'autres, et c'est devenu mon cœur de métier, conférencier. Après ça, j'ai fait du coaching exécutif, c'est ce que je fais beaucoup, et je suis devenu auteur également par la force des choses. Donc, comme on voit, la communication peut se scinder à plusieurs segments des tentacules, et j'encourage tout le monde à réfléchir à c'est quoi votre talent et comment on peut développer des tentacules qui se nourrissent l'une de l'autre dans votre cœur de métier. Parce que de plus en plus, nos enfants, c'est pas de savoir combien de carrières ils auront, c'est combien de carrières en même temps ils auront dans une même journée. Et ça, c'est très important. C'est très bien dit. Puis, mais là, tu as parlé de nos enfants. Tu as combien d'enfants, toi? Oui, moi, écoutez, j'en ai 2 et à chaque fois que j'ai un nouveau qui se présente, je perds plus de cheveux. Fait que je me suis arrêté à 2. 2, c'est assez pour moi, honnêtement. Tu me disais que tu en avais 3. Oui. Moi, après 1 plus 1, je pensais que c'était une addition et je me suis rendu compte que c'est exponentiel. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. 1, j'étais en contrôle. Et je laissais ma douce moitié avec notre enfant, Martin, le premier, qui a maintenant 6 ans. Okay. Et j'étais en contrôle, j'étais correct. Mais avec 2, c'est plus possible. Et donc, 2, j'ai une fille en plus. Pourquoi tirer la loque plus que ça lorsque tu as ce que les Français appellent le choix du roi? Un garçon et une fille. Pourquoi tu irais plus loin? Hein? On ne va pas pousser sa chance. Donc, je suis un fier papa de 2 enfants et une douce moitié d'origine haïtienne que j'aime plus que tout. 10 ans de... Écoute, il faut que je fasse attention aux dates. Elle va écouter ça, elle-là. Je ne sais plus combien d'années, mais ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, 10 ans à peu près. Là. Nice. Puis si je te demanderais pour toi, lorsqu'on parle de paternité, être papa, c'est quoi pour toi? Être papa, c'est l'extension de soi. Pour moi, c'est une responsabilité qu'on sous-estime avant qu'on ait l'enfant dans les bras parce que nous, on ne vit pas de changement. On fait ce qu'on a à faire, ça prend on a du plaisir et puis après ça, du jour au lendemain, 1 an passe et tu as un enfant, c'est-à-dire que tu t'en vas à l'hôpital avec ta douce moitié et tu retournes et tu regardes sur le rétroviseur et il y a un enfant qui est là derrière et tu dis... Et ça, c'est pour la vie. Moi, j'ai eu ce... En fait, ma femme a dit, je suis enceinte. Puis j'ai repaisé supplé, j'étais comme super, je suis pas quelqu'un de nerveux dans la vie, donc je disais on va gérer ça, mais ça se gère pas. C'est l'extension de soi. Et
Et c'est vraiment un geste égoïste et altruiste en même temps. On est dans une dualité quand on est père. L'avez-vous remarqué? Ouais. Oui. On le fait pour quand on va être plus vieux, qu'il y a quelqu'un qui vient nous donner à manger, qui change notre couche. Investi pour plus tard. Exact. Mais sur le moment, c'est un sacrifice très intense, surtout si tu veux bien le faire. Et qu'est-ce que bien le faire? C'est une bonne question, ça. De faire le mieux qu'on peut. Et moi, je me dis toujours, qu'est-ce que mes parents m'ont donné qui fait de moi une personne de qui je suis? Et qu'est-ce que j'aurais aimé que je n'ai pas eu? Et finalement, la deuxième question, je n'ai pas grand-chose que j'aurais aimé avoir que je n'ai pas eu. Il y en a quelques éléments et j'essaie de travailler sur ceci pour donner plus à mes enfants à ce niveau-là. Mais j'ai été chanceux, j'ai été vraiment bien éduqué, j'avais des parents extraordinaires, mais c'est ça, être un père. C'est l'extension de soi. C'est un sacrifice extraordinaire, mais en même temps, du plaisir. Wow, c'est bien dit, Nice. bien dit. Nice. Donc, on connaît ta passion pour les habiletés relationnelles. Donc, on sait pourquoi c'est important pour toi. Maintenant, dans ta paternité, comment tu l'exerces? Comment ça se transmet? Comment ça se transpire dans ta paternité? Oui, très bonne question, parce qu'avoir un garçon, on pense que c'est comme ça qu'on doit se comporter comme papa. Et après, tu as une fille, tu te dis, Pierre, je recommence du début, c'est pas possible. Il faut réapprendre, parce qu'avoir une fille et un garçon, déjà, je veux le dire, j'ai la chance, on n'aime pas de la même manière. Ça se traduit différemment et il faut le savoir. Il faut le savoir parce que le taux de concentration d'un garçon versus une fille est vraiment différent déjà. La manière que se traduit notre amour également, il y a beaucoup de choses. Donc, je trouve que, et peut-être que quand on a deux fils, c'est la même chose aussi. Peut-être que ça se traduit encore une fois différemment. Donc, je crois que chaque enfant est une nouvelle manière d'apprendre à être papa. Du moins, c'est mon ressenti. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Et la deuxième chose, c'est un petit peu comme quand on apprend le bicycle ou quand on apprend à nager. Si je vous enseigne de manière théorique à nager ou à faire du bicycle, je suis désolé, même si on a passé 45 heures à vous l'enseigner en manière théorique, je vais te mettre dans l'eau et tu vas noyer. Ouais. C'est la même chose pour être un père. On peut lire tous les livres qui existent, mais c'est vraiment dans l'action qu'on apprend vraiment à le faire. Exact. Pour moi, c'est la même exemple. Super. Bien dit. Super. Donc, dans ton livre, tu mentionnes, tu donnes beaucoup d'outils. Tu parles souvent de la boîte à outils qu'on doit tous remplir. Ouais. Une des choses qui est très importante pour toi, c'est l'empathie. Ouais. Et on n'arrive pas à être empathique si on n'écoute pas comme il faut. Ouais. Quelle place, quelle forme ça prend en tant que père? Ben, en fait, nos enfants ont beaucoup à nous apprendre sur le sujet que j'ai écrit. J'ai eu des discussions extraordinaires avec des gourous de ce domaine-là, de l'intelligence émotionnelle. J'ai eu la chance de faire des conférences un peu partout et d'avoir des entretiens avec des gens vraiment calés dans ce domaine-là. J'ai lu des livres à pu finir, j'arrête pas de lire, et j'ai même écrit un livre. Mais il n'y a pas un moment, un endroit où j'ai appris autant qu'en observant mes enfants. Okay. Wow. Et quand j'observe mes enfants, rapidement, je me rends compte que mes enfants m'écoutent peu ou pas. Mais ils m'imitent d'une manière déconcertante. C'est vrai. Ils ont cette capacité de nous imiter. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que nos enfants, lorsqu'ils perçoivent qu'on ne les écoute pas, ils nous disent droit au but, « Papa, regarde-moi dans les yeux! » Ils cherchent une connexion. Ouais. Parce qu'ils savent que c'est par cette connexion qu'on a cette capacité d'écouter. Donc, pour moi, l'empathie, c'est d'aller influencer l'autre personne de son niveau, de son point de vue. L'empathie, c'est pas de se mettre à la place de l'autre. Je peux pas prendre tes lunettes et prétendre que je vais voir la même chose, à moins que ce soit pour esthétique, mais je crois que c'est aussi pour voir. Bon, c'est vraiment alors, si c'est pour voir, si je les mets, je ne verrai pas la même chose. Donc, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre. Pour moi, l'empathie, c'est d'aller dans l'espace de l'autre. Donc, quand on a des jeunes enfants, et moi, j'ai une question que j'aime beaucoup poser à la salle à dîner lorsqu'on mange, c'est « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Okay. » Pourquoi? Parce que je démontre que j'ai un réel intérêt d'écouter sa réponse. Quand que je lui demande comment ça a été aujourd'hui, ben, il va me dire que ça a bien été. Mais quand je lui dis « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » ben là, il comprend que j'ai vraiment envie d'écouter sa réponse. L'empathie, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, pour moi, l'empathie est au cœur d'une relation durable en couple, en affaires, et avec nos gamins, avec nos enfants. Ils le sentent. Vous savez, c'est un peu comme
Si je te mets un 1 sur 10 sur ton front, le ressenti que tu vas recevoir de moi, c'est un 1 sur 10. Si je te mets un 10 sur 10, le ressenti que tu auras, c'est un 10 sur 10. C'est la même chose avec nos enfants. Lorsqu'on fait semblant versus quand on est vraiment là, ils le savent. Ils le savent. C'est le ressenti. L'empathie, c'est le ressenti qui se transmet de moi à toi. Dans tout ce qu'on fait, dans nos relations avec les gens. Comment on traite les gens, c'est qu'est-ce que tu affiches sur son front, d'ores et déjà. Et c'est ça l'empathie, c'est ce ressenti que tu traduis. Et les enfants, c'est les meilleurs pour savoir les fakes de la réalité. Ils sont excellents. C'est vrai. Excellents. Wow, j'ai vraiment adoré cet exemple-là parce que je pense que dans ce que tu mentionnes, beaucoup de parents, beaucoup de papas ne vont pas nécessairement le prendre en considération. C'est pas ce que tu dis à l'enfant, mais comment tu le dis. Et ça va te permettre de voir comment est-ce que cet enfant-là va te percevoir aussi par rapport à la communication que tu essaies de transmettre avec lui. Alors, j'adore. Je veux rebondir. Une de mes écrivaines préférées, c'est une afro-américaine qui est décédée aujourd'hui, qui était extraordinaire, elle s'appelait Maya Angelou. Et elle disait, tout ce qu'on va vous dire, vous n'allez pas vous en rappeler. Je t'ai donné un cadeau tantôt, tu m'as donné un cadeau. Je suis disais, en 2 mois, je ne m'en rappellerai pas de ce qu'on a fait pour les gens. Ouais. Mais le ressenti va durer toute une vie. C'est pourquoi, lorsqu'un gamin, on le bâcle, t'es bien innocent ou t'es bien bête, ce ressenti-là se traduit dans la mémoire à long terme et va rester toute une vie. On se rappelle de ces moments très forts, pénibles et extraordinaires. Si je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait ressentir comme la pire des personnes dans votre vie et que ça vous est arrivé, tu vas te rappeler exactement, parce que c'est très émotif et ça rentre dans ton hippocampe, une de tes parties de ton cerveau qui est liée à l'émotion. Et tu t'en rappelles toute ta vie. Ben oui, secondaire 2, mon prof de maths. Et tu peux même nommer son nom. C'est à ce point. Et donc, nos gamins, il faut faire très attention à comment on les fait ressentir. C'est pas ce qu'on dit, comme tu l'as dit, mais c'est comment on l'amène. Ouais. Mais merci pour ça. Non, j'adore ce message que tu as envoyé pour de vrai. Puis maintenant, on va changer un peu de sujet dans le sens que on va parler un peu de technologie. On sait que la technologie est très présente parmi nous, alentour de nos enfants. Moi, je voudrais savoir pour toi, comment est-ce que tu arrives à balancer la technologie avec tes enfants dans ta relation familiale? Très, très compliqué. Vous savez, la technologie est partout tout le temps. Et il est très facile d'aller vers la technologie versus se concentrer sur une tâche ou une discussion quelconque. Et vous savez, le muscle le plus important que nous possédons, c'est pas nos biceps, c'est notre cerveau. Et moins qu'on l'entraîne, plus qu'on procrastine, plus qu'on s'en va vers des choses faciles. Et plus qu'on l'entraîne, plus qu'on va être capable d'être focus, d'écouter, de se concentrer, de réaliser un objectif, une tâche importante. La science s'est penchée sur ça pour les enfants et on s'est rendu compte que les générations les moins empathiques, ce sont les 2 dernières. Qu'avaient-elles, ces 2 générations? C'est pas parce que c'est des enfants moins humains, c'est parce que la venue du téléphone intelligent est arrivée. Et ces jeunes-là de 4, 5, 6, 8, 10, 12 ans sont nés avec un téléphone intelligent. Le regard dans l'autre. Vous voyez, vous ne fuyez pas mon regard. Il y a des jeunes, ils fuient mon regard. Ils sont très capables d'exprimer leurs ressentis, leurs émotions sur Facebook, mais plus capables de le parler en face à face. Parce que l'empathie, c'est de regarder l'autre. Et la communication, le téléphone intelligent freine notre vraie communication humaine. Et donc, il faut faire très attention. Vous savez, il y a quelque temps, la dernière chose que j'embrassais avant de me coucher, c'était mon téléphone. Et la première chose que j'embrassais en me levant, c'était mon téléphone. J'avais de moins en moins de discussions riches avec ma femme et j'en passe. À un moment donné, il y a un de mes bons amis qui m'a offert un cadran. Parce que ma femme s'était plainte à mon ami. Il dit, utilise ce cadran et ne laisse plus jamais passer ton téléphone intelligent dans ta chambre. Ce que j'ai fait. Aujourd'hui, si tu m'envoies un texto à 22 heures, je vais aller le voir, mais je ne l'amènerai pas dans la chambre. C'est à ce point-là. Parce que j'ai retrouvé connexion avec ma femme, avec mes enfants également. Et les enfants aussi, il faut faire très attention à ça. Et aujourd'hui, j'ai des discussions houleuses. Ça devient encore plus intéressant dans le lit. Voyez un peu, chose que j'avais perdue. C'est très, très important de le comprendre. Et donc, imaginons, moi, je ne suis pas né avec un téléphone intelligent, vous non plus, mais nos enfants le sont. Extrêmement, très, très, très douloureux. Je vous donne un exemple. Je suis souvent au parc et je m'improvise le pousseux de balançoire de plusieurs enfants qui ne sont pas les miens, incluant les miens. Et à un moment donné,
À un moment donné, moi, je m'en vais souper et je dis, les autres enfants me disent, est-ce qu'on peut venir souper avec vous? Je dis, mais ils sont où? Ils sont où ils sont où les parents? Les parents, ils sont là. Mais ils sont pas là! Ils sont sur la table à pique-nique ou sur leur bain. Je vous jure, en 30 minutes de balançage, ils n'ont pas fui le regard de leur téléphone une fois. Moi, je ne l'amène plus, mon téléphone. Oui, mais s'il y a des urgences, il y a bien du monde qui ont des téléphones s'ils ont des urgences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, non, mais il faut faire très attention. Mais c'est vrai, c'est vrai. La moyenne canadienne en 2021, on passait 5h27 minutes sur notre téléphone intelligent. 5h27 minutes. C'est une moyenne, ça inclut ma grand-mère qui a un téléphone intelligent qui ne texte pas avec. Vous voyez fou. Un peu? Et on faisait 227 allers-retours sur notre téléphone dans une même journée. Facebook, vous le laissez comme ça, vous revenez 10 secondes après. Vous ne savez pas trop pourquoi vous le faites, mais vous le faites. Ouais. On n'est plus capable de lire. On n'est plus capable de se concentrer plus que 10 secondes. Il y a des chercheurs qui ont dit qu'on avait l'attention d'un poisson rouge, moins de 10 secondes. Vous vous imaginez? C'est sérieux, là. Ouais. Donc, c'est à ce point, ce que tu m'amènes est extrêmement important. Comment on gère la technologie? La technologie est une arme extraordinaire. Elle nous permet de faire des choses extraordinaires comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui sera probablement atteint à plus de monde que jamais grâce aux plateformes technologiques. Ouais. Il faut. Et je crois que le codage et toutes ces choses-là devraient faire partie intégrante de l'enseignement pour nos jeunes, pour ouvrir l'esprit. Mais il faut aussi enseigner à nos jeunes de faire attention avec ces technologies. Par réflexe, on attend dans un Starbucks, on sort notre téléphone. On ne contemple plus. On ne regarde même plus la caissière ou le caissier qui est devant nous. On ne regarde même plus que son nom, c'est Nathalie ou Mathieu, et on ne la nomme même plus par son nom parce qu'on paye avec notre téléphone sans avoir même eu un petit regard sur cette personne. C'est vrai. Wow. C'est vrai, ça. Wow, sérieusement, tu sais, c'est tout ce que tu mentionnes, c'est toutes des choses que, tu sais, on le sait au fond de nous, tu sais. On en est conscient, mais je pense que, c'est de le lire, premièrement. Et je le redis, je le conseille à tout le monde, le livre de Benoît. Je te donnerai ton chèque tout à l'heure. C'est vraiment important de le comprendre, de le réaliser pour nos enfants aussi. Parce que, justement, juste le petit exemple au parc et tout ça, je le fais. Ben oui. Tu sais? Mais you have to fake it before doing it. Like, moi, à un moment donné, je me suis interdit d'amener mon téléphone au parc parce que c'était devenu complètement fou, là, mon affaire. Je balançais, je regardais. Je n'étais plus nulle part en même temps. Là, j'étais perdu. Et à un moment donné, tu fakes, là, tu te sens, tu manques quelque chose. C'est comme si tu n'avais pas ta drogue. Parce que c'est vraiment ça. Hein, là. Il y a une belle image là, que à un moment, des fois, je montre que c'est le téléphone qui se transforme en piqûre. On est dans cette ère-là, donc il faut se contrôler, il faut il faut mettre des barrières. Il y a même des gens, des chefs d'entreprise que je connais, qui ont un endroit dans leur sous-sol cadenassé. Donc, ils mettent leur téléphone là, ils le cadenassent, et c'est juste leur femme ou leur douce moitié qui a la clé. Pour te dire à quel point c'est une drogue. Donc, il faut faire attention à ça. Je ne dis pas de ne pas l'utiliser, c'est très puissant, mais il faut en être conscient et mettre des barrières pour pas que ça devienne une drogue qu'on n'est pas capable de se passer. Parce que, tu sais, en même temps, quand tu penses à tes enfants sont un peu ta réflexion, tu sais. Et puis, si tes enfants te voient agir d'une certaine façon, tu sais, ne demande-toi pas pourquoi ce qu'ils font après aussi. Et d'ailleurs, une autre, j'aime beaucoup la science, je trouve ça intéressant, pas juste de parler d'intuition, mais aussi de rationnel. Ben regardez, quand je disais les enfants nous écoutent peu ou pas, peut-être qu'ils vous écoutent plus vos enfants, mais en tout cas, moi, c'est ça. Mais ils m'imitent d'une manière déconcertante. Ah, ben oui. Stanford a sorti une recherche où ils disent que 80% des choses nouvelles qu'on va entreprendre, des choses nouvelles qu'on entreprend, nouveau contexte, on décide de l'entreprendre ou pas. 80% et plus des choses nouvelles qu'on entreprend, c'est parce qu'on l'a vu avec nos yeux avant de l'avoir entendu. Et donc, c'est à ce point que ce qu'on voit, par exemple, je te présente une nouvelle solution technologique, je voudrais que tu l'utilises, je te l'explique de vive voix, il y a très peu de chances que tu l'utilises. Mais si je te fais un dessin, je te démontre comment ça marche d'une manière illustrée, tu auras plus de chances de le comprendre et d'avoir envie d'embarquer. C'est vrai. Donc, ça revient à ça. Nos enfants suivent nos actions. Tu sors ton téléphone, il va vouloir aller sur son iPad. Tu sors la peinture et tu te mets à dessiner, je peux vous dire qu'il va le laisser de côté et qu'il va vous rejoindre. C'est vrai. Nice. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais honnêtement, on aurait pris beaucoup de temps avec toi. J'ai parlé beaucoup du livre, je l'ai lu au complet, puis je trouve qu'il y a énormément d'outils pour tout le monde qui veulent
être meilleur, dans le fond. C'est comme le titre le dit, c'est être à son meilleur. Puis les différents outils vont nous amener là. Dans ce processus-là, je pense que c'est arrivé avec la pandémie. C'est quoi que tu es le plus fier dans ce processus-là, d'avoir fait ce livre-là? D'avoir fait ce livre-là, vous savez, on dit souvent qu'à travers toute crise, tragédie, moi j'ai perdu un frère très jeune, il s'est noyé dans notre piscine familiale. Merci, j'ai perdu un papa dans une folie et un cancer rapide. Il venait de prendre sa retraite. On dit souvent que c'est à travers les plus grandes tragédies, les plus grandes catastrophes qu'on apprend les plus grandes leçons, pas parce qu'on le voulait, mais parce qu'on a été forcé. Donc, j'ai appris ces leçons-là, que notre vie tient sur une petite ficelle de fer et qu'elle peut terminer à tout moment. Première chose. Mais la deuxième, c'est qu'à travers cette COVID-19 qu'on a tous vécu en même temps, on peut cueillir une opportunité ou se mettre la tête dans le sable. Moi, lorsque la pandémie s'est pointée le bout du nez, toutes mes conférences, mes congrès, mes formations se sont éteints du jour au lendemain. J'ai pris mon sablier, je l'ai reviré et j'ai écrit ce livre-là. J'ai vu à travers cette tragédie qu'il y avait une opportunité certainement infusée de douleur. Dans toute tragédie, catastrophe, il y a une opportunité, mais elle est infusée de douleur. En d'autres termes, il faut accepter de souffrir un peu. Donc, quand c'est arrivé, le lendemain, je me suis mis à écrire d'une manière très autodisciplinée. À chaque matin, 5 heures du matin, du lundi au dimanche, du mois de mars au mois d'août, pour livrer à temps, parce que Gallimard attendait mon bouquin. Il pensait que j'avais écrit depuis septembre, ce qui n'était pas vrai. J'avais vendu l'idée. Oui, j'étais en train d'écrire. J'avais rien écrit. J'étais en train de me demander comment lui dire que j'ai rien écrit. Et la pandémie s'est pointée le bout du nez. J'ai retourné le sablier. J'ai vu ça comme une belle opportunité. Infusée d'une douleur, se lever à 5 heures du matin, tous les matins, du lundi au dimanche, pendant que vous étiez avec votre daiquiri sous la piscine au mois de mai, juin, juillet. Bien, moi, je me suis levé à 5 heures du matin. Et donc, les gens me disent, t'es chanceux, succès de ton livre, pendant un succès phénoménal. Bien, je leur dis, est-ce que tu te serais levé, toi, à 5 heures du matin, du lundi au dimanche, du mois de mars au mois d'août, sans exception? J'en connais pas beaucoup qui l'auraient fait. Et donc, pour moi, l'autodiscipline, c'est ce geste d'amour-propre que tu t'aimes tellement que tu es prêt à sacrifier quelque chose sur le court terme pour un but, un objectif important pour toi. Pour moi, c'est l'équation. Autodiscipline, amour-propre, c'est pas d'être dur sur soi-même. Et c'est la fondation de notre plus grande liberté. Parce que quand vous êtes autodiscipliné, bien, vous êtes prêt à faire des sacrifices court terme pour un objectif, un but sur le long terme. C'est la fondation de notre plus grande liberté. Et tu la maries avec l'automotivation. Quel est le pourquoi tu fais ce que tu fais? Vous faites ça pas pour le salaire, je le sais. Vous avez une raison d'être très forte. La même chose pourquoi je suis présent aujourd'hui ici. Ma raison d'être, c'est d'humaniser un peu soit-il, un grain de sable soit-il. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va entendre quelque chose, ça va lui donner une étincelle et ça rentre dans ma raison d'être. Donc, comme quand on a une raison d'être très forte, elle vient souvent avec du plaisir. On a du plaisir en ce moment. Le temps s'arrête. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas combien de temps il reste. Le temps, c'est... les sportifs de haut niveau, on dit, on est dans notre zone. Donc, quand on marie l'autodiscipline et l'automotivation ensemble, c'est comme un kérosène, c'est une interconnexion entre les deux. Quand il manque d'autodiscipline, tu retournes à l'automotivation. Pourquoi je fais ça déjà? Ah, OK. Et ça te redonne l'énergie et c'est ton autodiscipline qui te permet de constamment faire des gains exponentiels. Et donc, dans la durée, si vous poursuivez ce que vous faites avec la qualité de ce que vous faites, vous allez faire des gains exponentiels. La vérité, c'est que c'est la constance, la clé. Nice. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je suis confiable, là. Je sais pas pour vous, là, mais je suis confiable. Non, ben, pour de vrai, Benoît, je pense qu'on a eu vraiment des belles discussions. On voulait prendre le temps, sincèrement, de te remercier. On le sait aussi que les vendredis, comme tu l'as bien décrit, que c'est tes soirées familiales. Alors, merci de prendre du temps un peu off de la famille pour venir parler de ta famille et parler un peu avec nous. Alors, merci de la part de la production puis d'Histoire de Père. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Et en terminant, comme à l'habitude, on remercie nos commanditaires. Donc, Chad qui nous habille. Toujours frais. Toujours frais à chaque épisode. Et Gaetano Chiara, conseiller financier, qui nous aide dans cette belle aventure. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous pouvez vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Et on se voit au prochain épisode. Merci.